Bonjour tout le monde. J'ai vraiment le très très grand plaisir d'accueillir à Saint-Louis, une collègue docteur, Mariam Bodjan, qui vit au Luxembourg, mais qui a fait véritablement l'effort de venir nous rendre visite et partager avec nous les résultats de sa recherche doctorale. Docteur Mariam Bodjan est docteur en sociologie de l'immigration. Elle a travaillé sur le sujet suivant en thèse, enjeux de pouvoir et relations avec le pays d'origine. Elle est donc sociologue, spécialiste des questions migratoires, et elle a travaillé autour de des diasporas Diola en Europe en particulier. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de l'entendre sur un sujet spécifique. Stratégie d'adaptation face à la peur de l'oubli en contexte migratoire, exemple des associations des immigrés Diola. Encore une fois, chers collègues, un immense merci pour ta disponibilité, le temps que tu as pris pour venir nous rendre visite ici à Saint-Louis. Je te laisse la parole. Merci, Randa. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir m'initier au niveau comme je dis, au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, parce que je considère toujours les universités comme des temples du savoir où il faudrait avoir la chance d'y aller pour s'initier. Voilà. Donc, j'ai effectivement travaillé sur les questions migratoires, notamment sur l'immigration Diola au niveau de l'Europe, plus particulièrement de la France. Et donc ça a été le sujet de ma thèse, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les enjeux de pouvoir et rapport avec le pays d'origine. Et aujourd'hui, donc à partir de cette thèse, j'ai choisi de vous présenter un aspect que je trouve intéressant et qui pourrait nous intéresser, en me disant que peut-être ce sera aussi une opportunité, pourquoi pas, qu'on puisse y travailler dans le futur sur ces questions de l'oubli. Et quand on parle d'oubli, on peut aller plus loin en parlant de mémoire parce que les deux vont de pair au niveau justement pour les immigrés. Donc voilà, donc effectivement, donc je vous présente d'abord, c'est ça le plan. Donc pour dire les choses, je vais vous expliquer ce qui m'a d'abord motivé à venir ici, d'abord vous parler justement de ces questions, non seulement d'immigration, des enjeux et tout ça. Ça part de questions, des interrogations qui, ajoutées à des faits, plusieurs faits, m'ont paru à moi personnellement suffisamment pertinents d'un point de vue sociologique pour aborder le sujet. Donc ce sujet, je vais dire en parlant de terrain, je pourrais le justifier et le situer par d'abord une angoisse identitaire, même si c'est un mot qui est très fort, c'est une expression, quand on parle d'identité en général, ça interpelle peut-être moins ici au Sénégal, mais je veux dire en Europe, quand on parle d'identité, ça titille un peu et ça provoque, mais tel n'est pas mon objectif parce que quand vous le verrez plus loin, vous verrez que c'est quelque chose qui est suffisamment important et je trouve justement, parce que ça dérange, qu'il faut en parler et vous verrez que c'est lié en identité, oubli et mémoire. C'est très important de parler de ça. Donc, je parle d'angoisse identitaire. D'abord, par le fait que déjà, je me suis présentée, mais je pense que je devrais d'abord commencer par vous dire, j'ai fait mes études sociologiques en France, en étant migrante, parce que je préfère dire migrante qu'immigrée, parce que ça me permet de synthétiser les deux aspects comme si cher à Abdelmalek Sayad, émigration et immigration, parce que c'est ça qui fait la personne, parce que je me dis, je ne veux pas me définir comme un émigré. Certes, je suis émigrée parce que je suis partie d'un pays. Donc, mais je refuse d'être aussi une immigrée parce que je suis arrivée. J'ai une histoire et c'est la somme, la synthèse de ces deux histoires, d'émigrés et immigrés, qui font l'être que je suis. Et je pense que c'est cette histoire-là très intéressante, très, très importante, que chaque migrant porte en lui. Et on devrait s'y intéresser davantage plus que ça.
Donc, mais bon, comme je le dis, ce serait quand même simpliste de s'arrêter à ce niveau. Au fait que moi, je suis une migrante, il faut y aller plus loin, mais je l'assume pleinement et je l'intègre volontiers dans ma réflexion. Disons, c'est ma part de subjectivité. Donc, j'ai d'abord été fascinée par des relations interethniques, parce que quand on parle de diaspora, les Diola ne sont pas les seuls en Europe à être des immigrés. Ils sont d'abord des Sénégalais, ou ils sont Gambiens, ou ils sont Bissau-Guinéens, et ils cohabitent. Et il y a des interactions avec d'autres communautés, notamment, je dirais, plus simplement parce que moi, je me suis basée sur les Diola du Sénégal, donc qui cohabitent forcément avec d'autres cultures du Sénégal, qui cohabitent avec des gens qui sont du pays d'accueil. Donc ces interactions sont très intéressantes et c'est ça d'abord qui m'a interpellée, de voir comment les gens interagissent et comment ils font pour partager le même espace. En l'occurrence, c'est un nouvel habitat qu'ils vont se réapproprier. Donc, et moi, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse une terre d'adoption. Donc, la question de la terre, et je pense que quand on connaît plus ou moins le lien que les Diola ont avec la terre, on peut comprendre de quoi je parle. Donc, là, en fait, la question, c'était comment ces immigrés, ces Diola qui sont en France, en Italie, en Espagne, en Finlande, et j'irai même plus loin en Argentine, parce que j'ai eu la surprise d'avoir des gens, de savoir qu'il y avait quand même une communauté sénégalaise assez importante et une communauté aussi casamançaise, une communauté Diola en Argentine, de le découvrir. Donc comment ces gens-là, ils font pour se rassurer, j'utilise le terme avec beaucoup on va dire avec des guillemets, se rassurent dans leurs identités. Ensuite, il y a aussi un contexte sociopolitique qui invite quand même à une réflexion sur les immigrés Diola, sur leur représentativité et sur leur poids économique, social et politique. Donc, je suis partie d'abord des associations parce que c'était la base pour moi pour pouvoir approcher ces groupes. Ces associations qui ont un rôle central par rapport à la construction sociale, à la construction identitaire Diola villageoise. Donc vous verrez par la suite pourquoi je précise Diola villageoise. Ça a été mon cadre d'observation et d'étude idéale. Il y a aussi les rapports de genre, ça on ne peut pas le négliger, donc qui sont très marqués dans un contexte d'immigration, qui redistribuent aussi les cartes d'une certaine manière, parce que être une femme Diola, j'irais même plus loin en disant être une femme sénégalaise ou tout simplement une femme africaine en Afrique n'est pas forcément la même chose qu'être une femme africaine ou Diola, sénégalaise ou même sérère en Europe. Donc là, on va dire que les cartes sont vraiment redistribuées. Donc, j'ai axé ce travail sur le groupe Diola, plus précisément donc le groupe Foni, parce qu'il y a des subdivisions. Donc au niveau du groupe Diola, donc il y a plusieurs subdivisions, notamment le groupe Foni, le groupe Blouf, on a le groupe Kassa pour dire des choses. Il y a plusieurs, on va dire jusqu'à 5 sous-groupes minimum qu'on a. Et donc j'ai choisi parce que ces groupes ont des ressemblances, mais aussi des différences parfois marquées, suivant qu'on est Diola de Basse-Casamance dans le département d'Oussouye ou Diola dans le département de Bignona. Donc il y a aussi des nuances, il y a des influences qui sont différentes d'une zone à une autre et d'un village à un autre. J'ai choisi comme village témoin le village de Baïla, qui a été fondé au XVIIe siècle. Et donc, même si, comme je le dis, chaque village a ses particularités, tout n'est pas homogène, c'est vrai, mais il y a quand même une base commune, on va dire, voilà, et c'est ce qui m'a encouragée à choisir ce village comme village témoin. Il y a aussi le fait que c'est un village qui a quand même joué un rôle au niveau de l'histoire coloniale, donc il y a eu beaucoup de passages. En termes d'immigration, il y a eu beaucoup de familles, on va dire, immigration interne au Sénégal. Et c'est un des villages Diola
qui n'est pas entièrement Diola, même si chacun, je vais trouver un Fall ou un Gay ou un Ba ou voilà qui va me dire je suis de ce village, du village de Baïla, et il te dira je suis Diola. Moi je sais, peut-être parce que mes parents sont issus de ce village, je comprends, je sais que oui, il le revendique, et il ne me viendrait pas à l'idée de lui dire non, vous n'êtes pas de ce village, vous venez d'ailleurs, parce qu'il s'est réapproprié cet espace, il est de ce village. Donc tout est là, toute la richesse de l'immigration. On parle d'immigration en parlant de l'immigration justement du sud vers le nord. Mais à l'intérieur même d'un même pays, on a beaucoup de mouvements migratoires. J'aime à dire que je fais partie aussi des enfants. Je pourrais me considérer comme une enfant d'immigrés, parce que mes parents sont venus du sud du Sénégal pour venir s'installer dans le nord. Donc ça fait de moi, au-delà de l'identité nationale, ça fait de moi quand même, j'ai cette chance d'avoir le sud en moi et le nord. Donc c'est tout, comme je le dis, c'est aussi, ça fait partie de l'immigration, parce que voilà, l'immigration pour moi ce n'est pas du sud vers le nord, c'est vraiment tout mouvement. Donc d'une région à une autre, d'un pays à un autre, que ce soit du Sénégal vers la Gambie, ça fait aussi, c'est aussi une immigration. Donc on va essayer d'exploiter, comme je l'ai dit, c'est une richesse. C'est une difficulté aussi d'être Diola, parce que je suis native, je suis originaire de ce village. Et tantôt, j'expliquais à un professeur que, voilà, au départ, quand j'avais choisi de travailler sur l'immigration Diola, je pensais avoir avoir beaucoup de chance. C'était le jackpot, parce que je me suis dit, bon, je suis une native, super, je parle la langue, donc ça va être très facile. Eh ben non, ce n'était pas le cas. Pas forcément, parce que peut-être en étant natif, il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire le problème qui se pose, c'est comment se distancier de ce sujet. Parce qu'on est dedans, on est à la fois sujet et à la fois objet. Et il fallait faire quand même cette gymnastique cérébrale, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà. Puisque je vous ai parlé de tout ça, c'est plus ou moins, donc je reviens à ma thèse pour vous expliquer un peu. Donc c'était les enjeux de pouvoir et relations avec le pays d'origine. La question du pouvoir, j'ai parlé d'enjeux de pouvoir d'abord, parce que dans ce titre, on a deux aspects, enjeux de pouvoir et relations avec le pays d'origine. Enjeu de pouvoir, pourquoi? Parce que déjà, il y a une conception du pouvoir qui diffère d'une culture à une autre. Je ne dirais pas d'un pays à un autre, mais déjà d'une culture à une autre. Je pense que là, chacun, c'est quelque chose qui est très connu. La Casamance, naturelle, on va dire, est sujette à un problème d'irrédentisme. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi cette problématique du pouvoir? Parce que justement, même sans y aller, parce que je ne l'ai pas forcément vraiment cerné totalement, mais j'ai vu cet aspect-là, parce qu'il y a une conception du pouvoir qui n'est pas verticale traditionnellement chez les Diola, mais qui est plutôt horizontale. Et donc, comment ces Diola-là qui ont une tradition de pouvoir horizontal vont s'adapter face à un pouvoir vertical? Je pense qu'on voit plus ou moins ce qui se passe. Donc, par rapport aux problèmes que certaines communautés, je parle vraiment sous contrôle. Donc, comment ces gens-là font pour faire face à l'autorité? Comment ils font pour accepter l'autorité? Il ne s'agit pas d'anarchisme, parce que ça, je précise d'emblée, mais c'est une conception du pouvoir où je ne veux pas dire qu'il est égalitariste, parce que ça n'existe pas du tout. Du moins, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une égalité mathématique, 1 plus 1 égale, ou 1 et 1 sont égaux, non. Mais c'est plus, je dirais, pour moi, c'est des responsabilités partagées. C'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que je l'ai compris.
Et donc, en étant dans un pays où tout est régi, où il y a une autorité centrale, c'est centralisé, forcément, cet immigré va devoir s'adapter à ces formes de pouvoir. Et ça se ressent parce qu'à force, on est influencé par ces rapports de force et on s'identifie, on copie, pas forcément bien, mais ça se ressent au niveau des associations. Et c'est ça, en fait, aussi qui m'a fait penser à l'oubli. Parce que dans mon analyse par la suite, je me suis dit, mais tout ça, derrière, il y a la question de l'oubli, il y a la question de la mémoire. Pourquoi il y a ces rapports de pouvoir? Pourquoi il y a ces enjeux? Pourquoi on veut, par exemple, une petite association, être le président de l'association? Pourquoi ça fait, voilà, c'est quelque chose qui est très fort de s'entendre appeler prési. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien. Mais le titre, en soi, consacre à la personne à qui on confère. C'est comme si on lui donnait quelque chose, un pouvoir immense. Et au-delà même du cadre associatif, c'est-à-dire on sort de l'association, cette personne qui s'appelle par exemple Ousseynou, ou Demba ou Jean, il aura une autre identité, prési. Et ce prési, on va voir que finalement, ça va au-delà de l'association. C'est-à-dire que même au-delà des règles, parce que être prési, ça ne veut pas dire être un roi. Mais pour des gens qui ne sont pas habitués, peut-être que ce n'est pas forcément les Diola qui sont, la communauté Diola qui a ce souci-là, mais dans pratiquement toutes les associations d'immigrés, être le président, ça nous donne un rang social. Ça nous donne un rang social et ça me renvoie à une chose, c'est-à-dire que le fait que par l'immigration, il y a les rôles sociaux vont changer. Il y a des gens qui vont être déclassifiés et d'autres qui vont gagner en hiérarchie, au niveau de la hiérarchie sociale. Et en général, ce sont les femmes qui trouvent leur compte, parce que pour la plupart, du moins les vagues migratoires, les premières vagues migratoires, elles sont parties en Europe par le canal du regroupement familial, d'autres qui n'ont pas été instruites pour la grande majorité, et qui, dans le pays d'origine, je ne veux pas caricaturer, mais qui se seraient trouvées juste, avec épouse d'eux, avec les contraintes. Je ne dis pas qu'au Sénégal, je précise, je ne dis pas qu'au Sénégal il y a des contraintes, une pression sociale ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de critiquer. Je précise juste que les données vont changer parce qu'au niveau de la France, la première chose à faire, c'est-à-dire quand une femme elle arrive, je pense que vous voyez comment ça se passe au niveau des statuts des femmes. Il y a des assistantes sociales, il y a tout un système qui est pensé pour accompagner ces femmes. Plus peut-être pour accompagner les femmes que pour accompagner les hommes. Et ça, je me rappelle, il y a eu un homme qui m'avait dit ça, l'immigration, quand on arrive, excusez-moi du terme, les hommes seront émasculés. C'est très fort, mais c'est le terme qui a été utilisé pour dire que, pour les hommes, malheureusement, ils perdent de leur pouvoir au profit des femmes. Parce que cette femme qui attendait, même si ce n'est plus le cas, qui était à la maison, qui devait s'occuper des tâches domestiques, des tâches ménagères et tout ça, maintenant, elle se retrouve plus ou moins à un même niveau, pratiquement, que son mari qui est chef de famille. Parce que, voilà. Donc, et ça change les choses. Voilà. Donc, je disais que par rapport à mes objectifs dans ma thèse au niveau de cette terre d'adoption, comme je l'ai appelée, c'était de voir comment ces individus, les Diola, se rassurent dans leurs identités et pour ce qui nous intéresse ici vraiment, développer des stratégies face à l'oubli. Donc, face à l'oubli. Et là, ça me permet de continuer pour parler justement de l'objet du séminaire. Donc, pour moi, c'est une continuité de mes observations de thèse. J'ai saisi justement cette opportunité de questionner l'oubli en contexte migratoire et voir quelles sont les stratégies adoptées pour y faire face. Donc, et comme je l'avais dit tantôt, les associations, pour moi, sont le terreau idéal pour analyser cette problématique. Donc,
L'oubli, quand on parle de l'oubli, la définition justement du contexte, du concept, il y a déjà des chercheurs, pas forcément des sociologues, parce que quand j'avais parlé d'oubli au début, je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est pas de la sociologie, c'est de la psychologie. Non, pas forcément. C'est vrai, quand on parle d'oubli, tout de suite, on pense à une amnésie, à quoi. Sauf que là, je parle d'oubli dans le sens, d'abord, l'oubli de toute une collectivité, l'oubli dans les deux sens à la fois, c'est-à-dire l'oubli de, comment dire, l'oubli par les siens, parce que quand on part quelque part, c'est un maillon d'une chaîne qui saute. Et voilà, donc les gens qui sont derrière nous ne vont pas forcément penser à nous. Ils vont forcément, à un moment donné, on ne fait plus partie de cette histoire-là. Donc ils vont nous oublier. Et il y a aussi le fait que cet immigré qui est parti, il est, comment dire, au fur et à mesure qu'il reste, qu'il séjourne dans un pays étranger, il adopte d'autres cultures, il adopte d'autres comportements. Et il finit par oublier, comme on le dit chez nous, on oublie d'où on vient. Et là, pour moi, la pire crainte pour ces immigrés, c'est non seulement d'être oublié ou d'oublier, mais de s'oublier soi-même. Donc, et ça, cette crainte, elle est intégrée dans pratiquement dans pratiquement tout toutes les activités, quotidiennement, cette crainte, elle est là, elle est présente. Elle est présente et on la voit plus au niveau des descendants des immigrés, qui ont toujours cette question de qui suis-je? Qui suis-je? La question identitaire, elle revient. Elle revient. C'est vrai, comme je le dis, elle dérange, mais elle est centrale parce que en étant, moi, enfant d'immigrés, je suis née en France, par exemple, de parents sénégalais, Diola, on a une culture qui n'est pas Diola, qu'on le veuille ou non, et que même si les parents le reconnaissent d'emblée, ça c'est plus facile par contre. Et c'est ça, vous me permettez cette parenthèse parce que autant quand on est au Sénégal, parce que quand on parle d'immigration, il y a quand même une hiérarchisation au niveau des immigrés, suivant le pays le pays d'adoption, on va dire. C'est-à-dire que le Baïlois, celui qui vient de Baïla, ou je vais dire de Ndiongolor par exemple, qui habite à Dakar, ou selon qu'il habite à Thiès, ils n'ont pas le même niveau. Après, quand on va plus loin, s'il est français, là encore c'est un autre, voilà. Ou il est aux États-Unis, donc tout ça, ça compte. Et il faut tenir compte de ces problèmes. Et les parents ont aussi un comportement vis-à-vis de ces enfants parce que ces enfants-là ont joué quand même un rôle dans leur reconnaissance au niveau du pays d'adoption. Parce que si on prend par exemple le cas de la France, n'oublions pas que quand Mitterrand a permis à beaucoup de parents de pouvoir sortir de la clandestinité et d'être français grâce à leurs enfants. Ces enfants papiers, comme on les appelle, quelque part, ils sont, voilà, on leur doit une reconnaissance. Et il y a un comportement adéquat vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, on leur permet des choses qu'on ne va pas permettre à l'enfant qui est né au Sénégal. Non. Lui, il ne peut pas se permettre parce qu'il n'est pas Toubab. Il n'est pas français. Même s'il a vécu très longtemps en France, peu importe, mais celui qui est né en France, c'est un passe-roi, voilà. Il a une légitimité que les autres n'ont pas. Donc, comme je l'ai dit, je le disais tout à l'heure, l'oubli, ça a été traité d'abord. Il y a eu Maurice Alvax et Paul Ricoeur qui ont beaucoup parlé de l'oubli et qui ont beaucoup étudié l'oubli. Et d'une certaine façon, comme je dis, ça invite à une réflexion sur les problématiques des migrations et des réponses que les principaux concernés, notamment les migrants, vont tenter d'y apporter. Mais l'oubli pour moi, c'est aussi des parcours migratoires d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants, comme je le disais, face à des politiques qui omettent très souvent de questionner les deux faces des migrations que j'avais citées tout à l'heure, émigration et immigration, justement parce qu'Abdelmalek Sayad le disait, l'histoire le migrant, c'est d'abord, il a une histoire avant de venir. Il n'est pas venu vierge de tout. Il a une histoire. Malheureusement, quand on est, par exemple, en Europe, quand on parle de politique migratoire, on oublie très souvent
de tenir compte de justement cette part d'histoire que l'émigré apporte avec lui. Et de la même façon, l'immigré qui va revenir au Sénégal, qui va revenir en Gambie, va venir avec son histoire d'immigration parce qu'il apprend, il est au contact d'autres civilisations, il est au contact d'autres lois et il se transforme. Même si lui, il ne se rend pas compte qu'il se transforme. Et il y a toujours, on revient encore aux interactions entre ces gens-là et ceux qui sont là. Et c'est ça qui fait justement les relations avec le pays d'origine qui posent problème. Et il y a très très souvent des, on va dire, pas forcément des frictions, mais des malentendus, on va dire. Et donc, comme je le disais, l'oubli, on ne peut pas parler d'oubli sans parler de la mémoire. Et pour moi, l'oubli, c'est surtout d'abord le moyen de mobiliser et de capitaliser la mémoire. Parce que oui, c'est vrai, j'aurais pu faire comme Alvax, parler de mémoire d'abord, ou faire comme, même pas seulement lui, mais il y en a beaucoup qui vont parler d'abord de la mémoire, parce que c'est la mémoire. Mais je me dis, la mémoire, pour moi, c'est mon point de vue, c'est d'abord, pour penser mémoire, il faut d'abord oublier. Et comme je le dis, ça pose la question de l'identité, des rapports au pays d'origine, mais également de l'intégration. Parce que quand on arrive dans un pays, comment on est intégré, comment on est accepté? Est-ce qu'on est accepté? Ça, c'est la grande question. Donc voilà. Donc je disais, il faut, en parlant, il y a le devoir de la mémoire et la nécessité de l'oubli, comme le disait Paul Ricoeur. Et il y a Maurice Alvax qui, dans les cadres sociaux de la mémoire, qui a fait ressortir l'importance des traditions justement du groupe, qui développe une mémoire collective. Et voilà. Donc là, et ensuite pour parler de mes démarches et approches méthodologiques, mais avant ça, j'aimerais vous faire écouter quelque chose, si vous le permettez bien. Et si l'ordinateur le permet aussi. Bon voilà, j'ai voulu vous faire écouter ça parce que c'est une chanson qui est ça s'est passé en France, en région parisienne, dans le 94, et c'est une chanson qui revient tout le temps. C'est-à-dire que quand ces gens-là, c'est une association, quand ils se retrouvent, c'est comme un talisman, c'est comme un hymne qui leur permet de resserrer les liens, de se rassurer, peu importe, en fait, même si c'est leur façon de dire bonjour. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est une très vieille chanson où on dit bonjour et tout ça, il faut qu'on s'entende, qu'on soit unis et tout ça. Cette chanson, je ne trouve pas la même chose au niveau des mêmes, des ressortissants de ce même village, que ce soit à Dakar ou à Thiès ou à Ziguinchor même. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de ce talisman avant toute activité. Eux, oui. Et c'est d'une importance capitale pour eux. Elles revenaient tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour vous dire, justement, cet oubli dont on parle, la mémoire. L'importance que ça a pour eux, de pouvoir justement se dire, oui, nous sommes toujours de là-bas. Nous sommes toujours des Diola. C'est très important pour eux. Et cette chanson, en fait, ce qu'il y a, c'est pas non seulement les parents qui la chantent, mais même leurs enfants. Même leurs enfants, pour justement, en parlant de stratégie face à l'oubli, les parents apprennent à leurs enfants des choses comme ça, ces chansons-là. Et ça passe par
des chansons, par la mode, par la cuisine et par beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire écouter ça. Donc, je parlais justement de mes démarches et approches méthodologiques. J'ai choisi une approche, une observation participante. Ça a été logique parce que j'étais face à un groupe où la parole est sacralisée et même très fortement sacralisée. C'est un groupe à initiation et il faut en comprendre les codes pour trouver une approche. J'ai appris à comprendre, à décoder, on va dire. J'ai été introduite par moment pour pouvoir approcher justement les gens. Donc, je vous disais tout à l'heure, être une native n'est pas forcément un atout. Certes, ça l'est parce qu'on comprend la langue, mais il y a des barrières. Peut-être qu'il y a des facilités qu'un non-natif peut avoir plus qu'une native. Parce que la personne qui est native a des contraintes, elle est soumise justement, elle est obligée de se soumettre à certaines aux traditions, contrairement à la personne qui n'est pas native. Donc voilà, donc je parlais de la complexité des migrations. Je les ai suivis dans leurs manifestations, dans leurs expressions culturelles, justement en contexte migratoire, et j'ai fait le lien entre le point de départ des migrants et leur nouvel habitat. J'ai choisi de faire une analyse des données recueillies et de les intégrer dans mon document, dans ma thèse. Mon terrain d'étude est assez élastique et il s'est étendu du Sénégal vers l'Europe, même si l'essentiel du travail a été fait en Europe. Je ne pouvais pas ignorer les mouvements migratoires intra-européens que la situation économique a provoqué. Donc, au niveau même de l'Europe, on a eu une immigration des gens qui sont partis du Sénégal vers l'Espagne, vers l'Italie, on va dire vers le sud de l'Europe. Et avec les crises économiques, ces mêmes personnes ont repensé leur projet migratoire et se sont retrouvées vers le nord de l'Europe, notamment la Scandinavie, on va dire la Finlande, Norvège et Suède. Donc de plus en plus, ça change. Voilà. Donc les relations de genre. Là, les relations de genre, ne pas en parler, ce serait pas possible parce que je disais tout à l'heure que d'un village à un autre, d'une zone à une autre, il y a des différences. Là, c'est sur le groupe du Foni qui est fortement influencé par la culture mandingue. Et donc, si on compare une culture Foni avec une culture du Kassa, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire on a des femmes qui sont beaucoup plus soumises, entre guillemets, qui ont été très fortement influencées. Il y a les religions, par l'école aussi, parce qu'on a tendance à dire aux gens que oui, avec la colonisation, les femmes ont gagné en émancipation, en liberté, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que si on prend au niveau des cultures africaines, il y a quand même une division des tâches qui n'est plus respectée maintenant, parce que les premiers qui ont été scolarisés, pour la plupart du temps, ce sont des hommes. Et qui se retrouvent à ne plus assumer leurs tâches traditionnelles, alors que les femmes, non seulement elles assument maintenant leurs tâches, les tâches traditionnelles qui leur sont traditionnellement dévolues, mais elles assument aussi des tâches, notamment par exemple quand on va en Europe, on a l'habitude de dire que les factures, on les partage. Alors que traditionnellement, peut-être, ça ne se faisait pas. Donc, et en parlant de migration, donc, on avait une forte migration au niveau du département d'Oussouye, qui était féminine, qui était très encouragée, qui n'était pas dépréciée par rapport au département de Bignona, où justement pendant des années, dans les premières heures de l'immigration, ce n'était pas encouragé du tout, au contraire, les femmes qui immigraient étaient stigmatisées et elles ont subi beaucoup de contraintes, elles ont subi des pressions pour revenir et voilà. Et donc, comme je le disais,
quand on parle d'enjeux de pouvoir, les enjeux de pouvoir, toujours, et comme je dis, c'est en lien avec l'oubli, faut pas, voilà, ne pas en parler. Les enjeux de pouvoir, c'est aussi un indice pour parler de l'altérité au sein du groupe. Parce que quand on parle d'altérité d'habitude, on pense altérité d'un groupe ethnique à un autre, alors qu'au sein du même groupe, on peut avoir ces questions d'altérité qui se posent, surtout quand on est en contexte migratoire, suivant qu'on est du village de tel et pas de l'autre. Donc le village reste le premier enjeu. Et c'est ce qui explique par exemple que quand quelqu'un est natif Diola, qu'il ait plus de mal pour faire son terrain, parce que justement il y a cet enjeu du village qui entre en jeu. Et cet enjeu du village aussi, comme je le disais par rapport à l'oubli, gagner l'estime du village reste quelque chose de très important. Il faut être approuvé, il faut justifier son départ. C'est surtout ça, il faut justifier son départ. Avoir l'approbation du village reste la priorité. Être porté par le village, c'est être porté par la terre des ancêtres. Parce qu'en partant de chez lui, l'émigré ouvre une nouvelle page de son histoire qui va évoluer en dehors de son pays d'origine. Donc, loin des siens, cela suppose une rupture, une fissure dans l'histoire collective. Et il faut quand même recoller cette fissure-là. Il faut recoller cette fissure-là en convoquant comme quoi, en essayant justement de capitaliser la mémoire, d'être présent virtuellement. Quand on dit virtuellement, ça peut être financièrement, ça peut être aussi par les retours qui sont épisodiques. Mais quand on arrive, il faut montrer qu'on est là. Ça aussi, c'est important. Donc, il faut qu'il élabore d'une façon comme d'une autre des stratégies pour garder sa place, ne pas être oublié, ne pas être effacé de la mémoire collective. Cela va passer par les associations, par les actions de développement, par la coopération, mais aussi par des organisations, des cérémonies qui vont lui donner l'illusion d'être, d'avoir le contrôle de son identité. Lors de ma thèse, j'avais suivi l'association Union pour le développement de Baïla en France, qui a été créée en 1984, loi 1901. Donc ça veut dire qu'elle a été reconnue. Il y a eu, à partir de ce moment-là, il y a eu une forte adhésion culturelle des membres qui sont dans leur quasi-totalité issus du même village, qui partagent les mêmes souvenirs et qu'ils vont vouloir préserver et penser transmettre à leurs descendants. Et donc cette question justement de la transmission, comme je le disais, on va y revenir, mais je vous parle d'abord des associations. Donc il y a leur organisation avec des stratégies d'adaptation dont j'ai parlé. Il y a plusieurs types d'associations. Donc on a des associations d'abord qui sont de type villageoise. Et c'est difficile de compter quand même, de donner un chiffre par rapport aux associations. Parce qu'on peut dire que chaque village pratiquement a une association. Chaque village, fut-elle reconnue ou pas. Mais, et ensuite il y a les associations de type fédéral, donc qui essaient de regrouper les communes ou les régions. Et il y a des associations religieuses, donc le type daïra. Et il y a une autre aussi qui émerge, un autre type d'association, ce sont les associations à partir de la filiation. Ce sont des associations filiales qui revendiquent une origine commune par le nom de famille. Donc on les appelle des diamoras, et diamora ça veut dire entente, c'est comme si on disait déco. Donc à partir du moment où on porte le même nom de famille, on va dire des colis qui vont se retrouver dans une même association, et qui vont s'organiser et essayer justement d'écrire une histoire, parce que c'est ça en fait dans leurs événements. Ils écrivent une histoire, ils racontent une histoire de leurs origines parce qu'ils viennent pas du même village, mais ils vont dire que nous venons de l'Éthiopie par exemple, et ça n'a aucune valeur scientifique, je le précise. Mais c'est ce qui est dit et c'est ce qui va être entendu et accepté, ils l'ont intégré. Nous venons de tel endroit
de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Asie. Et ça va être l'objet de conférences devant leurs enfants, devant des invités qui vont retracer par exemple les histoires de tel nom de famille, des bas, pour dire que voilà, ils sont venus de tel endroit à tel endroit. Donc en parlant des stratégies, comme je le disais, il y a les organisations d'événements qui rappellent le pays d'origine. Et ça, pour vous montrer une image, donc ça s'était passé, c'est toujours en région parisienne. Donc c'était un tournoi de football. Je ne sais pas si au Sénégal on a la même chose, mais on a souvent des actions comme ça, qui, comme aussi, voilà, là, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le Kumpo, c'est en masse. Donc, et ça se passe en France. Donc, tout ça, ils vont faire en sorte de pouvoir transposer ces cultures-là vers l'Europe, vers leur pays. J'ai choisi cette image de la France, j'aurais pu en choisir une autre qui s'est passée à Francfort en Allemagne, où on va voir tout le monde qui va être autour de ça. Ils vont réadapter cette histoire-là, se l'approprier pour encore, comme je le dis, se rassurer, être sûr justement que voilà où c'est nous. Et ça passe aussi par, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, parce que c'est le fameux nez relais. Donc qui de plus en plus, on ne peut pas avoir, de plus en plus en France, même si c'était pas forcément le cas avant pour les Diola de se mettre en nez relais maintenant, mais maintenant c'est une obligation sine qua non, c'est-à-dire que pour tout événement, il faut cet uniforme pour se retrouver. Donc c'est l'uniforme, d'ailleurs c'est le terme approprié, uniforme, nez relais, et en Diola, asobi, et là c'était une journée des femmes et tout ça. Donc voilà. Et comme je le disais, ils sont acteurs de développement, ça leur permet aussi de toujours peser au niveau de leur localité d'origine. Et il y a aussi la coopération et le partenariat triangulaire, c'est-à-dire le pays d'origine, les immigrés et les partenaires. En général, il y a un projet de départ, c'est-à-dire que le besoin il est exprimé au niveau du pays d'origine ou de la localité d'origine, et ce projet est porté par les immigrés qui vont soumettre les projets aux partenaires et aux coopérants, à la coopération on va dire. Malheureusement, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que du point de vue des immigrés, ils sont oubliés quand tout a été fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont être éjectés et ça sera une relation non plus, voilà, entre où il y aura trois parties, mais ce sera les partenaires et les immigrés et la localité d'origine. Et ça pose encore un problème, c'est-à-dire la non-reconnaissance des siens. Les autres stratégies, d'adaptation face à l'oubli, c'est la langue, la promotion de la langue et des cultures. C'est-à-dire que, et là, c'est pas seulement les immigrés Diola, mais les immigrés soniqués, les associations soniquées ont été d'ailleurs les premiers à s'organiser pour essayer d'apprendre à leurs enfants la langue d'origine. Mais ça s'arrête encore là. Pour eux, c'est justement ça. Toujours, comme je le dis, ils cherchent comment faire pour ne pas être, pour ne pas perdre leurs repères, les repères, leur identité. Donc, si de mon point de vue, l'oubli, c'est d'abord une défaillance de la mémoire. Et là, c'est justement à la mémoire que les immigrés, une fois devenus immigrés, vont faire appel pour ne pas oublier et ne pas être oubliés par les leurs. Et la stratégie, comme je le dis toujours, c'est les associations d'abord. Donc, et j'ai envie de finir en disant que la question, par rapport à la question de l'oubli et de la mémoire même, de citer Kierkegaard, qui est un philosophe danois, qui dit Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. Pour moi, ça résume complètement ce que vivent les immigrés, c'est-à-dire le fait de se dire
voilà, ce passé qu'ils essaient de ne pas perdre, en oubliant parfois que le passé, parfois, ça, en fait, ça a évolué. C'est-à-dire que ça évolue, et ça évolue sans eux. Mais on reste sur le fait que voilà, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Et ils ont besoin de ça pour vivre leur futur, pour vivre pleinement leur immigration. Donc, pour moi, en fait, j'ai pensé à cette citation qu'on peut se réapproprier parce que leur comportement face à une angoisse existentielle identitaire, face à leur angoisse existentielle et identitaire. Les faits parlent d'eux-mêmes. La crainte d'oublier le pays, d'être oublié, de s'oublier, renvoie à l'angoisse identitaire. La question fondamentale est qui suis-je? Et cette anxiété migratoire est transmise aux générations qui vont elles-mêmes développer des stratégies pour faire face. On existe à travers l'autre, donc on revient toujours à la question de l'altérité, et c'est la société qui nous construit socialement et identitairement. C'est-à-dire qu'on a trois identités, l'identité qu'on nous donne, l'identité qu'on se donne, et on pourrait dire l'identité qu'on a soi-même. Je veux dire, tout ça, ça revient toujours, qui suis-je? Et on cherche toujours, qui suis-je? Qui suis-je? La problématique, elle reste entière, et nous espérons plus de réflexion sur les traumatismes liés au mouvement migratoire, à la grande terreur de ne plus exister, parce que tout cela, c'est justement la terreur, c'est de ne plus exister. Si j'arrive chez moi et que je suis étrangère, qu'on me regarde comme une étrangère, c'est un traumatisme certain, parce que de l'autre côté, on est étranger. Toubabi, et de l'autre côté, je pense que les médias le disent, sont là pour le dire. Vous êtes d'où? C'est la question. C'est-à-dire que quand on me voit, moi, avec ma couleur de peau, peu importe que je parle français mieux qu'un français ou qu'une française, ou que je parle anglais mieux que la question, vous venez d'où? Elle est systématique. Donc quand on reçoit, vous venez d'où? Vous êtes originaire d'où? Et que vous venez chez vous, on vous dit Toubabi. Je pense qu'il faut un espace de transit, on va dire, ou une zone où on pourra les mettre, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et vous inviter à une réflexion encore plus approfondie sur cette question-là, en espérant que... Merci.